À Tijuana, pas un jour ne passe sans que la violence des cartels ne fasse couler le sang. Dès l'aube, les premiers morts. Vous ne dépassez pas le cordon de police, ok? La fusillade vient d'avoir lieu. Une de plus. Victime collatérale d'un règlement de compte, une jeune femme âgée de 23 ans, enceinte. Elle et son bébé ont été tués sur le coup. Et bien sûr, personne n'a rien vu. ¿Qué ha pasado? On ne sait pas. Directement liée à cette violence, à quelques centaines de mètres de là, une barrière en apparence infranchissable, la frontière des États-Unis. Au-delà se trouve le gigantesque marché américain. Première destination du monde pour les narcotrafiquants. Une zone de passage donc pour les marchands de morts. Ce matin, ce sont 28 kilos de méthamphétamine qui ont été saisis. Les voici. Quant aux membres du gang qui en étaient en possession, ce sont des narcos qui travaillent pour le plus puissant des cartels. Ils sont 6 au total à avoir été arrêtés. Celui de Sinaloa. Et ce dernier se spécialise de plus en plus dans les drogues de synthèse, l'une d'entre elles en particulier. Là, il s'agit de méthamphétamine. En tout cas, ça en a toutes les caractéristiques. Mais on a aussi affaire de plus en plus souvent aux cargaisons de fentanyl. Le fentanyl, c'est un problème. Le fentanyl, cette substance chimique est responsable de 2/3 des overdoses en Amérique. Alors nous allons remonter la piste de cette marchandise mortelle jusqu'au fief d'origine du cartel, au fin fond de l'état de Sinaloa. Grâce à Miguel, reporter local qui connaît très bien la région, nous allons prendre contact avec ces hommes de l'ombre qui la produisent. C'est le pays où est né le chef du cartel, El Chapo. C'est ici qu'il a grandi, comme de nombreux autres barons de la drogue d'ailleurs. C'est leur territoire. El Chapo came from here, from this place. Joaquim Guzman Loera, dit El Chapo, patron du cartel des cartels, est aujourd'hui emprisonné à vie aux États-Unis. Mais son réseau, lui, fonctionne plus que jamais. Au bord de la route, des sentinelles nous interceptent et nous font signe de les suivre. Les hommes de main du cartel nous guident. Nous devons suivre leur direction. Avec ces 2 véhicules devant et une voiture qui nous suit derrière également. Nous sommes tout près de la Tuna, le ranch du clan d'El Chapo et sa piste clandestine pour les petits avions de contrebande, impossible à filmer. Mais les hommes de main qui gardent ce territoire acceptent de nous recevoir dans l'une de leurs planques, masqués, équipés comme les soldats d'une armée. Nous avons des gens partout, des guetteurs qui surveillent toutes les routes. En même temps, nous devons rester discrets. C'est une guerre. Oui, une vraie guerre, où il s'agit de défendre nos intérêts. Mais moins il y a d'affrontements, mieux c'est pour le business. Il faut négocier pour pouvoir filmer les laboratoires de fentanyl. Ces derniers ne sont pas ici de toute façon, dans la Sierra, mais sont cachés en pleine ville, à Culiacán, la capitale du cartel. Sous l'œil de ce Christ rédempteur, la cité du crime vit à l'ombre de la narcoculture. On y prie Jesus Malverde, une sorte de saint patron des narcos. On y chante les louanges des grands mafieux, dont les effigies ornent même casquettes et t-shirts. Plus de 500 labos clandestins y seraient actifs. Le rendez-vous qu'on nous donnait pour ce soir. Ok, estoy aquí. ¿Tiene una moto?
Le masque à gaz est indispensable pour pénétrer dans ce lieu à l'air irrespirable, saturé d'émanations toxiques aux dégâts irréversibles en cas d'inhalation. Mais ce poison rapporte des millions. La pâte est constituée de composants qui nous viennent de Chine. Là-bas, c'est légal. On la transforme et on fait des tests pour savoir la quantité de fentanyl qu'on va pouvoir en extraire. C'est important. Au départ, ici, à Culiacán, le kilo vaut 12 000 €. À Tijuana, à la frontière, c'est 20 000. Et en arrivant à New York, il est passé à 40 000 €. 50 fois plus puissant que l'héroïne, le fentanyl est un opioïde qui a provoqué l'an dernier la mort de 100 000 personnes en Amérique du Nord, où la drogue tueuse est désormais désignée danger public numéro 1. C'est un produit de synthèse qui a totalement supplanté la cocaïne, le cristal ou l'héroïne. Pas de remords, la drogue est un business. Et pas une larme non plus pour les autres victimes de cette industrie du crime, la jeunesse mexicaine qui disparaît. Des centaines de personnes sont enlevées chaque année, sans plus donner signe de vie, victimes d'assassins qui ne rendent pas les corps aux familles. Je me suis mise à rechercher mon fils quand il a disparu, le 8 décembre 2020. Il avait 16 ans. Et quand tu te mets à rechercher le tien, tu finis par rechercher celui de toutes les autres. Sans aucune aide de la police, ces mères font tout pour retrouver leurs dépouilles. Chacune a son histoire, chacune sont disparues. Et c'est dans ces terrains vagues, à l'extérieur de la ville, que les gangsters se débarrassent des restes de leurs victimes. C'est un appel anonyme qui nous a indiqué que des corps ont été déposés par ici. 1, 2, 3, peut-être plus. N'importe qui peut faire disparaître quelqu'un dans ce pays. Et si les autorités ne vous aident pas, vous ne le retrouvez jamais. Et nous voilà creusés dans ce coin perdu. C'est très triste à vivre, croyez-moi. Et puis devant nous, l'appel qu'aucune de ces mères ne veut recevoir. Des restes humains ressemblant à celui de Carlos Tolosa, le fils de Guadalupe, ont été retrouvés ailleurs dans la ville. Elle doit aller à la morgue. La vague des disparitions ne s'arrête pas, d'autant que d'autres cartels veulent concurrencer celui de Sinaloa. Plus violents, plus cruels encore, leurs tueurs font régner la terreur du côté du Jalisco, où les charniers se multiplient, et du Michoacán, sur la route de Mexico. C'est là que nous allons visiter une prison où beaucoup d'entre eux sont détenus. Nous allons entrer donc dans ce centre pénitentiaire du Michoacán. On compte 1300 détenus ici, pour la plupart des membres des gangs et des cartels. Ces hommes, parfois très jeunes, sont des sicarios, des tueurs à gages. Tel Juan Pablo, qui était à la tête d'une équipe de 25 assassins il y a quelques mois encore. On se renseignait sur la cible pendant plusieurs jours, et quand on l'avait localisé, on l'exécutait. On avait des opérations au moins 2 fois par semaine. Ou ces deux autres, qui appartenaient à des groupes concurrents. Au départ, c'est difficile. Après, tu t'habitues. Et puis, ça devient une obligation. Combien j'en ai tué? Beaucoup. C'était mon travail de la journée. Pas de regret pour leurs victimes, uniquement des ennemis, disent-ils. Mais un sentiment. La plupart des chefs sont en liberté, eux. Pour nous, les tireurs, c'est la prison ou la mort. Le mot de la fin est pour le directeur du pénitencier, pour qui le problème ne se réglera pas ici, car à son avis, le Mexique est loin d'être seul en cause. Nous menons cette guerre dans notre pays,
à la place des Américains. Car il s'agit de leur guerre après tout. Les plus grands consommateurs de drogue, ce sont eux, non? Alors leur aide, vous savez, on n'est pas dupes. Ce qu'il ne dit pas, c'est que des voix de plus en plus nombreuses aux États-Unis en appellent justement à une intervention militaire américaine. Des frappes sur les cartels, carrément. Comme si le Mexique pouvait devenir une zone d'intervention, comme en Irak ou en Afghanistan.